miroir, mais du même objet, je pense. Alors, je vais regarder. Oui, en plein les 3 heures. Je n'ai pas besoin de présenter. M. Jean-Luc Mongrain, qui était ici ce matin pour la Fédération des municipalités. Au centre de congrès, bon, il est un petit peu plus nombreux. Ça change. OK. Ça change un peu ça. Puis la caméra est là, vous serez pas intimidés. Alors, je vous cède la parole. Merci d'être parmi nous, M. Mongrain. Merci de l'invitation. Tout est dans tout. Je suis dans une bâtisse qui est un séminaire, anciennement. Et moi, j'ai une formation en théologie, alors je m'y retrouve. Je suis dans un milieu où je suis habile. Où je suis moins habile, c'est devant un petit groupe, et j'en parlais tantôt. Parce que quand on parle à 1 million de personnes, on parle à personne. Mais on veut tous qu'ils soient là. Alors, le grand cheminement, et tantôt, quand le professeur est entré, le professeur Charon, il m'a dit, c'est 2 points de vue, on a 2 points de vue. C'est 2 éclairages, mais d'une même réalité. Je suis content parce que, en fait, il reste, donc il va voir le spécimen hors du bocal. Ces gens de la théorie, ces gens de l'analyse scientifique, théorique, sont rarement sur le terrain. Ils voient l'objet de leur science et de leur travail sur une planche de dissection. Mais là, je suis là. Quand il parle des grandes modifications des médias depuis les années 70, j'ai commencé dans les médias en 1973. J'avais 23 ans. Ça fait donc maintenant 40 ans que je fais ce métier. J'ai fait la radio, j'ai fait le papier et j'ai fait la télé. Ces 3 ensemble, et je rejoins tout à fait le professeur, ne sont qu'une même réalité selon des supports et des techniques de communication différents, mais où on retrouve les mêmes intentions, on retrouve des moyens qui techniquement sont différents, mais la volonté est celle d'avoir cette communication. Et si je parle de communication, ici on s'interroge sur la communication, je vais être obligé d'aller fouiller dans ce qui est ma formation. L'essence même de l'être humain, avant même que d'être contaminé par quelque civilisation que ce soit, c'est un être de communication, de relation. De là, et je ferme la parenthèse, la religion, c'est-à-dire ce sentiment rapidement intégré et compris qu'il y a quelque chose au-delà de soi-même. Nous faisons partie d'un ensemble, d'un groupe, voire même de quelque chose de supérieur à nous-mêmes. Donc, on cherche à s'identifier, on cherche à se reconnaître, on cherche à être en lien. C'est vrai du berceau aussi, à la quête d'un sein pour être nourri ou d'avoir faim ou d'être mal dans sa couche. C'est essentiellement une bête de communication qu'est l'être humain. Le média, quel qu'il soit, est, à mon point de vue, cette volonté, réalisée ou pas, de concrétiser cette relation, cette communauté, d'informer les gens, mais de recevoir aussi l'attention de ce public pour être capable d'aller passer un message, donner une information, répondre à un besoin. Il est tout à fait vrai, puis les exemples sont nombreux, que les médias suivent le courant. Il est rare qu'un média soit en avant de son temps. Un média récupère souvent le milieu dans lequel il a à vivre, survivre ou exister. De sorte que je ne sais pas s'ils sont sur des paradigmes, je ne sais pas, j'ai aucune idée de ce que c'est. Parce que je n'ai pas étudié en journalisme, je n'ai pas analysé le journalisme, je l'ai vécu. Mais ce dont il faut vite se rendre compte, c'est que chacun de ces médias a le pouvoir de ce qu'il est et la faiblesse de son état également. La radio voudrait être vue, le journal voudrait être entendu et la télévision prétend rassembler les deux. Mais elle ne peut pas rejoindre toujours et tout le temps les gens qui font vivre le média.
Lorsque Madame nous a tendu la perche de la publicité, Iris, tantôt nous a dit « Oui, mais là, la publicité, puis la survie, etc., etc., etc. » Moi, j'ai été propriétaire d'un hebdomadaire. Un hebdomadaire dans Sherbrooke, où le concurrent, et là, on va parler business, là. On va parler médias, mais on va parler business. Le concurrent, c'est Power Corporation. Power Corporation, c'est la presse, c'est Jessica, c'est la Tribune, c'est le Nouvelliste, c'est le quotidien de Chicoutimi. Et moi, je suis chômeur et je me cherche un job, je me pars un journal. C'est David contre Goliath. C'est l'impossibilité économique de faire face à cette concurrence-là. C'est une folie. Mais rapidement, j'ai tenté de développer un concept. Tout le monde connaît ce que c'est qu'une formule VIP. Mais moi, j'y ai accordé d'autres choses. Le journalisme est mon médium et je l'ai toujours appliqué par la suite. C'est une quête d'une certaine vérité, savoir ce qui se passe, les faits dont on parlait. Qu'est-ce qui est arrivé? Quels sont les faits? Une implication de ce média dans sa communauté pour aller chercher justement la réaction du peuple, pour savoir la valeur ajoutée d'un événement qui, lui, marque son milieu, et la proximité pour ce qui est du traitement. Je peux vous parler de propédeutique, d'anthropologie théologique, on va se perdre rapidement. Parce que je suis un média de masse. Ce que je veux, c'est rejoindre le plus grand nombre. Ma vie passe par là. Ma survie passe par là. Mon lectorat fait que j'aurai la capacité de faire une épicerie ou encore d'embaucher, de créer de l'emploi et de vivre. Ça n'existe pas un média qui n'a pas un ancrage économique ou une survie accrochée après l'économie. Ça n'existe pas. S'il y en a, vous m'en parlerez. Et même ce qu'aujourd'hui on appelle le virtuel ou quoi que ce soit. De sorte que ce média a dû se nicher. La Tribune, à Sherbrooke, dans sa première page, grand format, parce que là, on embarque dans tous des concepts de préjugés, un grand journal à grand format est un meilleur journal qu'un tabloïd. Ça vient d'où? Est-ce qu'une émission de télévision est meilleure sur un écran de 48 pouces que sur un écran de 12 pouces? C'est une notion qui appartient à l'industrie dans le monde concurrentiel. Et certaines élites se sont appropriées le grand format pour dire que c'était un grand journal. Mais ça fait juste plus de papier pour éplucher les patates, ou ça couvre plus grand pour faire pipi au chat. Donc, ce sont des notions qui n'appartiennent pas au monde du journalisme et des communications. Ça appartient au monde de la business. Quand les arbres ont commencé à coûter cher et que le papier coûtait plus cher la tonne, les formats ont rapetissé. Quand la concurrence des médias autres se présente, il y a une modification fondamentale, perceptible en tout cas, des médias dans un marché de concurrence. Moi, mon grain comme produit, parce que je suis un produit, qui, évidemment, dont on retient les services pour mettre dans un média. C'est un journal comme chroniqueur, c'est un radio comme commentateur, c'est une télévision comme animateur. Je suis un produit. J'ai, moi, un ratio, un rapport avec l'écoute. Alors, si tu es sûr que même si la télévision est fermée, à l'heure où est mon grain, tu as 300 000 téléspectateurs. Quand tu l'ouvres, tu pars avec 300 000, c'est pas si bête. Et c'est ça la réalité. Donc, il y a là une valeur économique qui va répondre à un média pour être capable de fournir un service. Service. Jadis, un jour, il n'y a pas si longtemps, dans l'univers de la radio et de la télévision privée au Québec, il y avait Gaétan Montreuil, il y avait Roger Gosselin. Des gars faisaient la lecture des nouvelles et l'annonce du Cinéma Craft, le meilleur film à venir. Le poste d'information et d'affaires publiques était un poste de dépense et pas un poste de revenu. C'était un mal nécessaire
imposée par les autorités de la radio-télédiffusion, c'est-à-dire, je vous donne un permis de diffuser parce que la licence est un bien public, vous devrez faire de l'information. Ces entreprises appartenaient jadis à des familles. Ça aussi, c'est venu changer beaucoup de choses. Donc, ces familles qui étaient les de Gaspé, les journaux qui appartenaient à des sénateurs des Ruisseaux, à des Desmarais, à des Chagnons, peu importe, à des Pouliottes, c'était des familles, c'était des entreprises familiales, avec ce que ça entraîne. Une tape dans le dos et un jambon à Noël. C'était correct. Ce sont devenus des grands groupes d'affaires. Ils ont donc dit, plutôt que ce soit un poste de dépense, est-il possible de organiser les choses pour que ça devienne un poste de revenu? C'est-à-dire qu'il y a un intérêt d'écoute dans le monde des communications pour ce type de produit qu'est la nouvelle. À partir de ce moment-là, tout s'est modifié. Tout s'est modifié parce qu'il fallait capter, soutenir et attirer l'intérêt du public. Et vous allez voir que la crise que l'on vit présentement et dont le professeur parlait, c'est une crise dont on ne sortira pas vivant comme média. Parce que l'avènement rapide des médias sociaux, la démocratisation de l'utilisation de plateformes de communication est venue saper la tradition télévisuelle ou journalistique de la présentation des événements. Il n'y a plus de rendez-vous télévisuel à 22 heures à la télévision. C'est terminé. Pourquoi? Parce que tout le monde sait, et depuis le matin, ce qui s'est passé et ce qui est advenu. Les auditoires sont passés d'1 million de téléspectateurs à 22 heures à 350 000 en dedans de 2 ans. On jase, là. Ça veut dire que si tu vendais 3 piastres la seconde, tu vends 1 piastre la seconde. Mais tes coûts d'opération n'ont pas baissé de 60 %, mais ton auditoire a baissé de 60 % du 2 tiers. Tu te mets donc, et c'est là que je trouve ça intéressant également, ce que Jean disait tantôt, les gens ne sont pas conscients, les acteurs. Pourquoi? Parce qu'on est trop prêt à faire ce qu'on a à faire. Et ça fait 20 ans qu'on le fait de même. Pourquoi qu'on ne continuerait pas à le faire de même? Voyons donc. Sauf que la réalité, c'est qu'ils sont poussés rapidement autour de tables de création, généralement faites par des décideurs qui n'ont jamais fait de TV, jamais fait de journal, jamais fait de radio, des patrons, qui ont des intérêts économiques, qui sont au service d'un rendement à l'actionnariat. C'est faire d'autres choses. Et on se retrouve avec une affaire comme le 22 heures de TVA, par exemple, ou encore un questionnement idéologique chez Radio-Canada à savoir qu'est-ce qu'on va faire. Je vais vous dire comment ça marche. Lorsque je suis arrivé en 1980, ça fait longtemps, 96, à TQS. TQS, c'est le 4e joueur en télévision. C'est le dernier. Ça a 6-7 parts de marché. Puis je vais toujours vous parler en part de marché parce que je veux péter votre ballon un petit peu. Parce que c'est pas virtuel, les médias. C'est business-wise. Alors, quand tu as 5-6 parts de marché et que ton concurrent principal en a 38, tu te nourris avec les miettes de la table. C'est ça qui te reste pour engager le meilleur, la meilleure, le camion micro-ondes pour faire du direct, le correspondant à l'étranger, etc., etc. Ça n'a pas aucun bon sens. Moi, j'étais chômeur. J'étais chez nous. Et puis, je regardais les nouvelles, puis je me disais, il y a moyen de faire ça autrement. Il y a moyen de faire ça autrement. Mon chum, qui est à TQS, Luc Doyon, c'est le boss. Je l'appelle. Hey, j'ai dit, Luc, on essaye-tu quelque chose? Je vous le dis, là, c'est pas assis sur quelque chose de plus scientifique que ça. On essaye-tu quelque chose? Quoi?
Luc, ça fait 11 ans que vous faites des nouvelles, vous êtes dernier. Ça ne marche pas. Ouais, puis, ben, j'ai dit, moi, écoute, là, depuis 6 mois, je suis chez nous, puis je regarde les nouvelles, puis tu sais qu'est-ce que je fais? Non. Je regarde ça, je dis, ben, moi, ça n'a pas d'allure. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Ça n'a pas de bon sens. Linda, tu fais ça n'a pas d'allure. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? J'ai dit, moi, là, je vais présenter les nouvelles, je vais raconter ce qui se passe. Oh, parenthèse, raconter ce qui se passe. C'est présentement ce que TVA essaye de nous vendre comme idée. On va vous raconter l'information, l'invention. Alors donc, ils sont arrivés, puis j'ai dit, moi là, je vais présenter la nouvelle, je vais raconter l'histoire, mais le journaliste va venir m'établir les faits. Moi, je ne suis pas pour commencer. Je vais dire, il y a un avion qui s'est écrasé, il y avait des morts là-dedans, ça n'avait pas de bon sens, c'était incroyable. Quelle tristesse. Moi, personnellement, être dans cet avion-là, j'aurais paniqué. Philippe, qu'est-ce qu'il y en est? Philippe me dit, ils sont 127, dont 3 survivants, à 16h30, sur le vol AC 926, tombé à tel endroit, les recherches se poursuivent. Lui, là, il m'a amené tous les faits. Moi, j'ai mis la table pour que vous restiez à l'écoute. Il faut que vous restiez là. Pas le temps de changer de piton, mais là, je n'ai pas de contrôle sur vous autres. Vous autres, vous l'avez. Et après, je passe un commentaire, je dis « Ah, mon Dieu, j'aurais pas voulu être là-dedans, ça devait être effrayant. » Une autre nouvelle. Cette réalité-là a fait en sorte que nous sommes passés de dernier à premier en 6 mois. Qu'est-ce que ça veut dire? À mon point de vue, c'est un sacrilège. D'aller battre Radio-Canada en télévision dans les sondages. Écoutez-moi bien, dans les sondages. Est-ce que je les ai battus sur la qualité? Ce n'est pas à moi à dire ça. Est-ce que je les ai battus dans votre goût ou votre appréciation? Ce n'est pas à moi à dire ça. Est-ce que nous avons fait tout le mandat que Radio-Canada a à remplir et que nous n'avons pas à remplir? À l'évidence, on n'a pas le même mandat. Mais c'est vous dire comment ce journalisme de communication est venu servir un journalisme d'information pour lui donner une projection, une place dans le marché vachement concurrentiel de la radio, de la télévision et des journaux. Parce que la multiplicité des signaux en télévision, en radio, et la venue d'un papier-tablette ou d'une tablette de papier, c'est venu changer l'univers et bouleverser tout ce que les gestionnaires des médias chez nous et bien ailleurs, pour lesquels ils n'étaient pas préparés. C'est une révolution. Ils ne savent plus à quel saint se vouer, je vous le jure. Quand Jean, tantôt, disait combien de temps ça va durer l'affaire de la tablette, etc., etc., moi, j'ai eu le plaisir de m'entretenir au moins 1 heure avec M. André Desmarais, qui est quand même le propriétaire de tout ça avec son frère Paul, de Power Corporation, de la presse, et Guy Crevier, qui est mon ancien président de TVA. Ils ont investi 35 millions de dollars pour la création de la Presse Plus. On jase, là, dans un monde de crise, 35 millions de dollars pour presque, je ne sais pas moi, mais tuer le produit mère ou profiter des 2 mannes, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'ils n'ont fait, et il n'y a qu'eux qui peuvent faire ça, la capacité des poches sans fond. Alors, 35 millions qu'ils ont investis dans la tablette, ce 35 millions, ils ne le vendent pas au tarif que l'Internet demande. Ça ne coûte rien, l'Internet, parce qu'on n'a pas encore faire la preuve du retour, etc., etc. Et lui, il dit, moi, je prends le défi, et il n'y a qu'eux qui peuvent faire ça, de maintenir ce produit avec le même tarif que mon quotidien La Presse. Sinon, je crève mon canot, je ne traverserai pas le fleuve. S'ils survivent à ça, ils viennent de changer carrément le monde du journalisme écrit. Parce qu'on n'écrit pas pour un papier comme on écrit pour
une tablette, comme on écrit pour la télé, ou comme on écrit. Si vous êtes en rédaction, là, c'est pas du tout la même façon de faire. La capacité de rétention de l'attention d'un téléspectateur ne dépasse pas 3 minutes. Pourquoi ça fait? Vous pensez que les pauses publicitaires durent 3 minutes? C'est parce que sinon, ils changent de place. Si je ne fais pas quelque chose, si je n'ouvre pas les yeux, si je ne me montre pas les choses, si je ne me passe pas la main dans le nez, si je ne fais pas les mains à la tête, si je ne fais pas ça, qu'est-ce que... Aux 3 minutes, vous allez décrocher. Madame est venue me voir travailler en studio parce qu'elle faisait une étude là, de la réalité, je ne sais pas. Ce studio que nous habitons fait en sorte qu'il y a des téléspectateurs, c'est le personnel qui y travaille. Mais la lentille, c'est un défi extraordinaire. Parce qu'il y a 600, 700, 800. Tu zoomes in, là. Ah, je le savais. Je le savais, voyez-vous, je l'ai fait travailler comme j'ai voulu. Alors, il s'est approché pour venir voir ça ici. Qu'est-ce que ça fait? Le défi de la communication. Moi, c'est de ça dont je vais vous parler. Le journalisme peut vous en parler après, parce que le journalisme, je n'ai pas les qualités journalistiques nécessaires, mais je suis dans l'opinion, cependant. Je suis dans l'honnêteté intellectuelle, pas dans l'objectivité. Il y a des nuances. Et le défi, c'est de voir cette lentille-là et de dire, je parle à quelqu'un en ce moment qui est occupé à quelque part à faire quelque chose et qui a un intérêt mitigé pour ce que je fais. Écoute, ça veut dire qu'il y a son Kodak, il me prend ici, je suis à 20 pieds, son fil part, il s'en va dans une soucoupe, il est chez la madame, elle est dans son fauteuil, les patates sont sur le feu, le bébé écrit, puis le mari n'est pas rentré. Écoute, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour qu'elle reste là? Je ne pense qu'à ça. Quand la lumière s'allume et quand elle s'éteint, je suis entièrement consacré à cela. Parce que moi, ma paye, c'est ceux qui restent là. C'est pas le discours. C'est pas ça, là. J'essaie de faire un acte de communication pour véritablement rendre prisonniers les gens. Je vais même dire, au retour de la pause, j'aime autant pas vous le dire, restez là, ça va être épouvantable. Qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de court-circuiter 3 minutes d'un danger que vous pensiez d'aller ailleurs. Ça ne repose que là-dessus. De là, des gens bien pensants disent, mon grand, il fait un show. Mais je répliquerai à cela que aseptiser un sujet au nom d'un certain conformisme ne vient pas mieux nourrir la réalité de ce qu'il y a à dire. Ce n'est pas nécessaire d'être plate pour être capable de passer davantage un message. Ce n'est pas nécessaire. L'autre affaire, et ça vous le remarquerez, et je vais vous parler de télévision, il y a 2 types de gens qui vous parlent de nouvelles. Après ça, il y a 2 types de journalistes. Moi, je ne sais pas lire. Pas que je suis illettré, mais je me refuse à lire. Donc, je n'ai aucun télésouffleur, jamais. Alors, il ne faut pas confondre les métiers du présentateur de bulletin de nouvelles à un lecteur de bulletin de nouvelles. Les autres, et tous, lisent sur un télésouffleur un texte qu'ils ont peut-être composé, peut-être pas nécessairement fait par un rédacteur ou fait par un autre. Et ils lisent selon un rythme avec une pédale qu'ils contrôlent eux-mêmes pour faire passer le texte. À partir du moment où vous lisez sur un télésouffleur, regardez, je ne regarde plus la caméra de la même façon. Je regarde le texte qui est, lui, à travers une vitre miroir, et la lentille est plus loin. Donc, déjà, je ne regarde plus le monde.
Parce que les gens sont en arrière de la lentille, ils ne sont pas en avant de la lentille. Et le focus que vous faites de votre œil est tout à fait différent. Alors, vous regarderez maintenant un bulletin de nouvelles avec un lecteur, vous allez voir qu'il est off un peu. C'est un autre métier. Un lecteur de bulletins de nouvelles et un présentateur. Les journalistes. À mon point de vue, il y en a deux sortes. Et l'exemple n'est pas péjoratif, mais je prendrai l'exemple dans le monde canin. Il y a des chiens rapporteurs et il y a des chiens pisteurs. Il y a donc des chiens à qui tu fais sentir la marchandise, ils vont aller trouver l'affaire, ou il y en a d'autres qui vont partir, puis ils vont trouver de quoi. Cette réalité-là, nous n'avons plus, je pense, à bien des endroits, le moyen de nous les payer. Je vous donne l'exemple de TQS. Nous autres, là, à Longueuil, ça nous prenait quasiment un correspondant à l'étranger. On était sur l'île de Montréal. Traverser le pont, c'était compliqué. Budget, le trou du beigne. On composait avec qui, puis on compétitionnait avec qui? Avec des maisons épouvantablement importantes. Donc, on se faisait dire, c'est de la nouvelle locale, c'est barré, pourri, parce qu'évidemment, ça prend de l'international. Alors, on a fait de l'international. J'ai été chercher le meilleur, Pierre Nadeau. J'ai dit à Pierre Nadeau, Pierre, tu es en fin de carrière, viendrais-tu nous expliquer les enjeux de l'international? On n'est pas grave d'y aller, mais toi, tu es avec nous autres. Pierre Nadeau a travaillé avec nous 2 ans. Il nous a fait une vulgarisation des enjeux internationaux, ce que les Lester font là, maintenant, puis etc., etc., etc. Pour ce qui est de la nouvelle commentée, et c'est là la mouvance des médias où je rejoins tout à fait Jean, l'audace de faire différent fait en sorte que ça normalise l'ensemble de l'industrie et de l'opération. Moi, j'ai commencé à faire des commentaires en lisant les nouvelles. Eh bien, ailleurs, pour ne pas les nommer, votre homonyme est venu aider Pierre Bruno. Charon est venu, puis il est venu faire des commentaires sur la nouvelle, parce que Pierre, lui, il ne voulait pas toucher à ça. Je ne mange pas de ce pain-là, puis il n'est peut-être pas capable de le faire, puis ce n'est pas son mandat, puis je n'ai rien contre ça, là. Je n'enlève rien. Mais cette réalité-là de la mouvance, on la voit, là, arriver. Quand il parle des formats où on a changé les médias, je vous le dis que c'est vrai. La Tribune est rendue tabloïd. Moi, j'étais tabloïd. Avant, il y avait des références à la page 12, cahier C4. C'est fini. La nouvelle, elle commence là, puis elle finit en bas de la page. La photo, elle était sur une colonne avant dans ce journal-là. Il faut grossir ça. On veut le voir. Cette réalité-là est vraie aussi. En télévision, même chose. Il n'y a pas un reportage qui passe 1 minute 40. C'est pas compliqué. Parce qu'avec l'introduction de 20 secondes, plus une 40, ça fait 2. Puis il reste 30 secondes de conclusion, puis la présentation d'autres choses. On vient de faire 3 minutes, là. C'est la faute à qui? C'est la faute à la réalité de nouveaux médias qui me traduit le monde en 140 caractères. Qui me dit rapidement ce qu'il y en est, puis regarde, pense-en ce que tu veux. Et ça, il faut faire attention. Et là, je vais tomber dans le monde journalistique. L'avènement de ces médias sociaux, c'est ce qui est venu faire très mal aux médias traditionnels. C'est correct. Mais ils sont complexés, les médias traditionnels. Ils sont complexés parce que ils disent « Hey, ça marche, on va l'utiliser, on va s'en servir. » Fait que là, tu n'es plus capable d'avoir une émission de nouvelles, une émission de... On dirait qu'ils sont incapables de s'autosuffire à eux-mêmes. Ils disent « Ah oui, puis pour en savoir plus, allez sur notre blog, puis pour en savoir plus, allez donc là. Écoutez-nous pas dans le fond. Allez-vous-en ailleurs, ça va être bien meilleur. On en a plus ailleurs. » Et à l'inverse, ils se disent « Bien, dites-nous ce que vous pensez, là. Écrivez-nous, là. » Puis là, c'est la margarine jaune ou bien le beurre blanc ou n'importe quelle maudite question. Ça, c'est, à mon point de vue, l'hypothèque que portent les médias traditionnels parce qu'ils n'ont pas eu de vision. Le décideur ne crée plus. Ils ont coupé les bulletins régionaux. Dites-moi quand est-ce que vous voyez une production régionale importante si vous êtes dans un grand centre. C'est fini. TQS, le nouveau propriétaire, a fermé une salle des nouvelles.
quand même ça serait la plus pourrie des salles des nouvelles qui existent, c'est un point de vue dans une société. Et fermer une salle des nouvelles, c'est une attaque fondamentale à la démocratie. Peu importe ce qui en est. C'est effrayant. Alors là, on nous fait croire qu'on a des gens ici, qu'on a des gens là. C'est faux. Il y a même, à mon sens, et vous le verrez, il y a même une suffisance des capitales, Québec et Montréal. Quand il se passe quelque chose de normal, OK, appelle-nous, Josette, là, puis tu nous dis, s'il se passe de quoi sur Grande Allée? Mais quand il se passe quelque chose, c'est Gérard qui arrive de Montréal, puis il s'installe, puis il sait, lui, parce qu'il va passer au téléjournal. Il y a quelque chose là-dedans de non seulement concurrentiel entre médias, mais il y a une soif de visibilité des maisons mères au détriment de la presse régionale. Quand j'ai commencé à la radio, il y a des gens de l'université, des étudiants, qui venaient faire application, qui avaient étudié en journalisme. Et là, je leur disais, bon, ben c'est bon, tu vas aller en studio, puis tu vas me lire 2-3 textes, et puis tu vas m'écrire, tiens, ça c'est l'article du journal, écris-moi un texte, là, 20 lignes, pour me résumer ça. Là. Il m'a montré ça, puis tu liras. Il faisait son entrevue, et je me souviens du petit garçon qui revient, puis qui me dit, qui sera mon rédacteur? Je dis, pardon? Qui sera ton rédacteur? Écoute, là, tu es à Sherbrooke, on est 72 000 habitants. Je veux juste t'expliquer quelque chose. Tu écris ton texte, tu lis ton texte, tu prends ton enregistreuse, tu sautes dans le char, tu vas voir la madame qui s'est fait frapper au coin de la rue, puis tu essaies de la poigner avant qu'elle retombe à terre. C'est ça ta réalité. Là. Arrête, là, sors de... Parce que moi, je veux juste vous dire en passant que je n'avais pas les yeux grands de même quand j'étais à l'université, là. J'avais la tête grosse comme ça. La réalité, c'est qu'il y a une distorsion entre ce que l'on montre en milieu de l'apprentissage, que je trouve tout à fait correcte d'ailleurs, et saine. Mais il ne faut pas que vous vous blessiez de voir le choc de la réalité du marché du travail. Au contraire, il faut que vous utilisiez à bon escient et retenir l'essentiel de la théorie qui vous est donnée d'apprendre pour un regard critique d'une réalité, mais vous devrez faire le compromis de vous adapter aux médias dans lesquels vous allez travailler. Ça, là, ou dans le monde dans lequel vous allez travailler. Je vais vous dire pourquoi ça fait que j'ai décidé d'aller en communication. Un jour, pendant que j'étais à l'université, il y a un des profs du département là, qui passe puis qui dit hey, y en a-tu dans votre gang qui veulent aller enseigner les sciences religieuses, là? On a une sœur qui fait une dépression, là, puis on aimerait bien ça si quelque... Moi, je ne me porte volontaire. J'ai dit, tiens, moi, de ce lieu de haut savoir, je vais aller enseigner toutes les nations. Alors, je suis parti avec mon baluchon, puis j'ai été en secondaire 2 enseigner. Le local était à côté de la Chambre des Fournaises. Pour un gars en théologie, c'est pas loin de l'enfer, ça. Et là, le programme, parce qu'il faut se plier à un programme, c'est épouvantable. Dieu vous aime comme votre Père vous aime. Fait que là, j'ai commencé à penser à ça. Oui, c'est vrai, je l'ai entendu parler de ça, Dieu le Père vous aime, le Père, etc. Il y a une petite fille qui lève la main en arrière. Elle dit, si c'est ça, tu diras à ton bon Dieu qu'il mange la marde. Elle dit, moi, le mien, il m'a battu hier, puis il a crissé ma mère dehors. C'est exactement ce qu'elle me dit, la petite fille, pur mot. Je suis texto, là. J'exagère pas, là. J'ai tout de suite compris que ce qu'elle me disait, c'est pas qu'elle voulait pas me voir, mais elle tuait le messager. Au sens de dire, je suis peut-être intéressé à ce que tu as à me dire, mais respecte où je suis. Ton exemple est faux, sonne mal, ne correspond pas à ma réalité. Et ça, c'est la quête du média, de communication, de savoir à qui l'on s'adresse, comment s'y adresser, par où passer pour rejoindre les cordes sensibles de nos clientèles. Et soit dit en passant, ceux qui segmentent l'auditoire ou les clientèles le font
pour leur propre confort ou satisfaction, mais ça n'existe pas. Une bonne émission rejoint tout le monde. Tintin, c'est 7 à 77 ans. Il y a des émissions plus ciblées, on en convient, mais il n'y a pas de média qui peut dire « ça, ça m'appartient ». Au contraire, et aux grandes dames de certains peut-être, des boîtes comme Radio-Canada jouent dans des créneaux qui, pour certains, ne sont pas le leur. Ils ne devraient pas aller là, ils ne devraient pas faire ça, ils ne devraient pas jouer ça. Mais ça, c'est des jugements de valeur d'une réalité de marché. La réalité, c'est que moi, en tout cas, et la majorité de mes confrères, cherchent un moyen correct, honnête, d'être le témoin de leur époque. Parce que c'est ça, un journaliste. C'est un témoin de son époque, avec ses outils, avec de l'opinion, avec une capacité de relater les faits, avec une analyse critique. En fait, il y a des écoles de pensée en rapport avec ça. Et j'allais dire, nos 4 évangélistes retenus font partie des écoles. Ils n'ont jamais rien écrit. Ça s'est fait 60 ans après les faits, ces évangélistes-là. Jean, Pierre, Luc, et pas Pierre, Luc, Matthieu, et Marc. Mais c'est selon une école. C'est selon une tradition. Et il y a une tradition journalistique. On les a vues, les grandes traditions journalistiques. Mais il y a une mouvance. Et il y a surtout un exégèse de cette réalité-là, c'est-à-dire d'être capable d'aller chercher, d'aller lire et d'analyser les tenants et aboutissants d'une réalité de journalistes d'information, de journalistes objectifs, de journalistes de communication. Mais le dénominateur commun, si vous n'êtes pas sur la fréquence des gens que vous voulez rejoindre, vous parlez tout seul. Vous faites un acte de poésie dans votre salon. Et je dirais même plus que l'utilisation des médias sociaux, le journalisme citoyen, c'est quelque chose qui, à mon point de vue, n'existe pas. Je ne crois pas au journalisme citoyen. Ce n'est pas une réalité. C'est quelqu'un qui, avant, m'appelait d'une ligne ouverte, ou c'est quelqu'un qui envoyait une photo de l'incendie parce qu'il ne l'avait pas eu. Et je vous raconte un fait, parce qu'en 1973, et je vais vous laisser sur cette joke-là, puis après ça, on se fera des questions, puis on échangera, mais ce n'est pas une joke, c'est vrai. Mais c'est tellement fou et ridicule que ça ne tient pas debout. Alors, pour me capter du bon, pour avoir des nouvelles, parce que je n'ai pas de ressources, je dis, devenez reporter à CJRS Radio. Si vous êtes témoin d'une nouvelle importante, communiquez avec nous à 563-1510 et méritez-vous la chance, si vous êtes retenu comme étant la meilleure nouvelle de la semaine, de vous mériter 100 $. Téléphone ça. CJRS, bonjour. Ouais, c'est pas un feu. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Un maudit gros feu, ça flamme, ça sort par les fenêtres, ça fait. Je vois-tu gagner? Bien là, j'ai dit, je vois-tu gagner, monsieur? Laissez le temps à la semaine de finir. Non, mais dis-moi, ça presse, parce que moi, c'est chez nous, il faut que j'appelle les pompiers, là. Cette affaire épouvantable démontre à quel point il y a une intention chez bien des gens d'avoir un sentiment d'appartenance, d'une relation avec une communauté, avec un média. J'ai trouvé ça. J'ai arrêté la promotion. J'ai dit ça n'a pas d'allure. Il y en a d'autres qui vont se frapper au coin de la rue. Je veux dire, c'est moi qui ai sacré la meilleure volée, c'est bon. Alors, mais il y a quelque chose dans ma petite fille qui m'a dit de laisser faire pour mon programme de sciences religieuses et dans ce gars qui m'appelle pour une promotion commerciale. Il y a un sentiment qui de plus en plus va être vrai avec les médias sociaux, ce qui est une appellation fausse. C'est antisocial, à mon sens. C'est tout à fait un geste individuel. D'un sentiment d'appartenance ou de communauté aussi, mais avec des gens qui s'enveloppent dans l'anonymat.
Moi, quand je dis ce que je pense, au risque de me tromper sans demander d'avoir raison, quand je fais un journalisme d'opinion ou que je capte l'intérêt des gens, je signe. C'est moi. Et il y a des méthodes qui disent, maintenant, un reportage, on veut ça à la Mongrain. Ça se dit dans les salles des nouvelles. Fais-moi ça, là, une quête de vérité, amène-moi les faits, implique-toi, là. Puis de la proximité avec les gens pour dire, ouais, le témoignage. C'est sûr. Moi, j'ai fait les inondations à Saint-Jean-sur-Richelieu. J'ai été voir si c'était bien vrai que c'était de l'eau. J'avais des bottes à jambes jusque-là. J'étais dans le trou d'eau. J'étais donc impliqué et je parlais à des gens qui avaient tout perdu. Ça a marché. Vous vous souvenez-vous de Minou? Ça, là, c'est extraordinaire comment ça se fait que c'est ramassé là. Des fois, dans la vie, ça prend de la chance un peu, mais c'était bien bon. Il y a donc une mouvance, et je vous prédis que la télévision, la radio et les journaux vivent, à mon point de vue, une crise majeure. Et la déréglementation possible, les autorités gouvernementales qui gèrent l'électronique, on va avoir un problème majeur. Majeur. Quand vous dites qu'ils vous obligent, l'industrie, à vous abonner puis à vous fournir un bouquet de stations que vous n'écouterez pas, mais pour avoir le sport, vous êtes obligé de prendre le macramé, on a un problème, là. Et ça va changer. Il faut que ça change. Ça va changer. Il va falloir que ça change. Parce que, je veux dire, on est assez grand, majeur et vacciné pour choisir. Mais où est le trouble? Et dans l'industrie, pensez-y, c'est que les propriétaires des stations spécialisées sont par ailleurs des câbleaux-distributeurs, donc qui distribuent leurs propres produits, se paient des redevances et baissent la gratte des revenus avec de l'auditoire de tout acabit et de toute origine et de tout goût. Quand Netflix va rentrer, ça va venir changer la donne pas mal. Parce qu'on est rendu dans un monde où on veut, nous, choisir quand, comment et quoi on écoute. Et ça, il y a eu une hégémonie du média. Il y a eu une hégémonie du média pendant trop d'années, où on disait, les belles histoires des pays d'en haut, c'est cette heure-là, les belles sœurs, c'est cette heure-là, puis tu vas vivre selon nous. Alors que le média doit être au service. Et ça, je pense que ça va tout changer. Moi, je ne suis plus capable d'écouter un bulletin de nouvelles à 22 heures le soir où je vois la même cassette qu'à midi. La fille, elle me parle d'une nouvelle qui s'est passée ce matin. Il fait noir chez nous, puis elle est encore dans le soleil. Pas dans le journal, elle est encore au soleil, puis je vois son image. Ça ne tient plus debout. C'est plus vrai. C'est plus ma réalité. Parce que ma réalité, je l'ai prise sur Internet live, puis je l'ai vue aussi le soir. Alors, on est dans une révolution totale. Il n'y a plus de jeunes de 18 à 34 ans qui écoutent la télévision. Il n'y en a plus. Oui. Vous parlez de Netflix, que ça va changer bien les choses, mais à quel égard? Parce qu'en ce moment, le problème, en fait, c'est que Netflix, en ce moment, ne paye pas de taxes. Donc, c'est sur le 8 d'abonnement, mais pas de taxes. Je pense que c'est entre autres ça qui dérange. Et comment Netflix va changer la donne pour les gros distributeurs? Parce que Netflix, vous allez aller le chercher, vous faites vos séries, ils ont des moyens de production énormes que jamais la concurrence ne pourra rencontrer. Je ne suis pas un spécialiste de la production de variétés ou de grandes séries lourdes, mais ce que je vous dis, c'est que je vous donne un exemple. Chez moi, à North Hatley, le câble, je l'ai par Bell avec une station turbo. J'ai voulu écouter un film un soir, j'ai dit, ça va être le fun, on va souper, on va faire un souper, on va écouter un film, mon amour. Il m'a dit, il vous reste 8h35 pour téléchargement. Pas vite, c'est là. 8h35 pour me charger un film. Je reste-tu dans le jungle, moi? Cette réalité-là, il y a quelqu'un qui rit de moi quelque part. On leur donne des licences. Ils ne sont pas propriétaires de ce qu'ils ont. Ils sont gestionnaires de licences. Et ils disent, OK, c'est parfait. OK, dans ce coin-là, c'est pas grave, ils sont 150. Au diable, c'est pas eux qui vont faire la différence. Les Netflix de ce monde,
ils vont venir changer le paradigme de la production télévisuelle. Mais ce qui a un danger, et c'est pour ça que le CRTC est en train de leur dire, si vous rentrez, vous allez investir en argent canadien, en production canadienne. Parce que nous, ici, là, on n'a pas la vraie réalité des médias. On est culturellement protégé par le fait français. Mais la télévision canadienne-anglaise, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Beachcomber, là, qui date de je ne sais pas quoi, là, puis ça n'existe pas. Alors, culturellement, nous, on a notre propre star system, on a notre propre médias francophones. Ce qui est notre péril est aussi notre sauvegarde. Mais il va falloir qu'ils régissent ça parce que ça n'a aucun espèce de bon sens. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, j'aimerais qu'on... Je m'étais annoncé d'avance. J'aimerais ça qu'on parle peut-être moins de l'industrie et de l'argent qui gère l'influence de ça. Je ne le nie pas, mais ça fait 15 ans que je suis restée avec ma question. Ça, vous comprendrez que j'ai envie de la poser. On s'est vu il y a 15 ans. Là. On s'est vu il y a 15 ans. Elle n'a jamais oublié. C'est vrai, vous avez raison. Je me souviens, M. Mongrain m'avait offert de venir parler à mes étudiants. Ça fait 14 ans, 13 ans. Puis, écoutez, j'attendais d'avoir le bon public. Moi, je suis bien d'accord qu'il y a des mises en scène, qu'il y a des formats qui sont, je veux bien les conçois, qui sont plus attrayants. Donc, ça fait augmenter le code d'écoute, puis c'est plus payant. Je veux bien. Moi, ce que je voudrais que vous m'expliquiez, pourquoi vous êtes ici, quand vous avez changé de format, parce que vous l'avez changé dans le bulletin nouvelle, c'est ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui vous a fait penser que raconter la nouvelle, parce que pour moi, c'est en soi une révolution, c'est pour ça que je vous ai demandé de venir. Pourquoi raconter la nouvelle, puis quand vous parlez de communication, puis d'aller chercher l'autre, il y a des théories, vous savez, qui expliquent ça, ça s'appelle la construction du sens. Hein? Le sens, il appartient ni à celui qui parle, ni à celui qui reçoit le message. C'est une magie. Hein? C'est l'interaction entre les deux, ce que j'appelle du journalisme de communication. De mon côté, j'appelais ça du journalisme d'interaction. On se rejoignait sur la définition. Puis, venant plus comme Christine, de sociolinguistique, raconter, puis créer une interaction humaine intéressante, c'est exactement ce qui définit, comme vous l'aviez dit, c'est ce qui définit l'être humain dans sa nature la plus profonde. Pour moi, s'il y a quoi qui fait augmenter les codes d'écoute, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'est-ce que je mets dans mon discours, qu'est-ce qui est puissant comme ça, qu'est-ce qui est puissant au point de partir. Quand vous avez dit, là, nous autres, on n'aura pas de télé, c'est ça ma question que je traîne depuis 15 ans. On va l'enlever, nous autres, le télésouffleur. On va enlever le télésouffleur, on n'aura pas, puis aller battre TVA puis Radio-Canada dans le port de marché, il y a un lien qui manque, là. Vous allez me l'expliquer. Je vais tenter. Comment vous avez pensé que ça pouvait être mieux comme ça? Parce que vous aviez raison. Parce que je n'ai jamais lu ma journée à ma femme en rentrant chez nous. Okay. Mais ça veut tout dire. Mais je vous suis parfaitement. Je comprends qu'on le partage. La première fois de ma vie où j'ai fait de la télévision, il y avait un monsieur, là, en plus des 2 caméramans, il y avait un monsieur, là, qui était là, et je ne savais pas, là. Il me disait où parler, sur la 1 ou sur la 2. Il y avait des sueurs. Étant donné que je n'ai jamais voulu faire ce métier-là de ma vie, je n'avais pas beaucoup de compromis à faire. Je ne voulais pas me mettre à genoux pour faire ce métier-là. Je ne faisais pas la file d'attente pour faire ce métier-là. Alors, j'ai dit rapidement, et durant la pause, je me souviendrai de ça toute ma vie, j'ai dit, je ne sais pas qui c'est qui mène ici, parce que je parlais dans le vide, il y a un réalisateur à quelque part ailleurs. Mais là, c'est pas vrai.
que ce gars-là va me dire, côté parler. Quand je parle à mon gars, moi, à table, c'est à lui que je parle. Il n'y a pas personne qui dit « Regarde ta femme maintenant pour continuer la phrase. » Ça ne marche pas. C'est pas de même que ça marche. Et là, ils ont dit « Suivez-les, on réglera ça plus tard. » Ça ne s'est jamais réglé. Parce que, pour moi, il y a quelque chose de compromettant dans la communication. Donc, il faut presque être impudique, au sens de ne pas avoir peur de briser ces barrières et d'être espionné. En fait, ça joue peut-être entre l'exhibitionnisme d'un côté et le voyeurisme de l'autre, mais je ne le vois pas comme ça. Je le vois vraiment dans une volonté de rejoindre et de dire les choses. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il n'y a aucune prétention dans mes propos. Jamais. Je ne prétends pas avoir raison. Je ne prétends pas détenir la vérité. Je vibre de mon expérience ou de ma vision des choses et je demande aux gens, est-ce que nous sommes en communication? Et c'est ça qui est senti. Ce matin, je suis dans un congrès, il y a 2500 personnes. J'ai fait des selfies avec des messieurs puis des madames puis des photos après. Et tout ce qu'ils disent, c'est dit, vous là, si on était moi, là, si j'avais été à votre place, moi aussi, j'aurais dit ça. Il y a une identification qui se fait. Je ne sais pas pourquoi. Parce que je ne suis pas du milieu de personne et de tout le monde. Mais il y a quelque chose qui passe, appelons ça par le vrai, l'authentique. Et le niveau de langage. Moi, je sacrifie des fois le niveau de langage pour ramasser le plus grand nombre. Après ça, je mets le vrai mot puis je le définis. Je fais souvent ça. Parce que je me dis, ce que je sais, c'est que si je parle le langage de ma formation, il y a un risque que je perde une grande partie des gens. Mais si je prends un niveau de langage populaire, correct, mais populaire, je serai capable d'être entendu même par l'élite intellectuelle et universitaire. Ils diront ce qu'ils voudront. Après ça, je m'en fiche. Mais il faut trouver un axe de communication qui rejoint le plus grand nombre. C'est ce que je recherche. On va vous confondre parce que Christine et moi, on a fait des tests sur votre... Oui, mais j'ai un excellent français. Vous étiez le lecteur de nouvelles qui faisait le moins d'erreurs. Je sais. Qui respectait plus la lecture. Moi, c'est la phonétique. La phonétique. Oui, mais j'ai une bonne diction. J'ai été élevé chez les frères, quand même. Dans les bulletins de nouvelles de TQS, là, surtout de la même époque, Approprié au propos, au type de texte. approprié au type de texte. Mais à ce moment-là, vous étiez en concurrence, enfin, des bulletins de nouvelles. En avec concurrence, Stéphane madame. Bureau. C'est ça, c'était Stéphane Bureau. Alors, vous voyez, j'aurais dû amener mes statistiques, moi aussi, on aurait pu. Alors, il y avait Stéphane Bureau, donc, qui est un excellent, extraordinaire communicateur, qui est à Radio-Canada au télésouffleur. Il lit. Alors, mettez-vous à sa place pour que ça paraisse moins que ce soit de la lecture. La mesure qu'on avait prise, c'est que c'était lui qui était le plus loin du registre qui ressemble à celui de la lecture, et celui qui était le plus proche, c'était M. Mongrain, qui n'avait pas de télésouffleur. Donc, il y a un contrôle qui se fait. On sait qu'on est en spontané, donc on doit quand même respecter, mais à la lecture, c'était moins vrai en interaction avec les chroniqueurs, là. Mais quand vous étiez en solo, en lecture de nouvelles, vous étiez celui qui se rapprochait le plus du registre. Allez-vous être à mon embaumement ou à mon... La seule chose, ma je me dissection. souviens, ce que vous dites, là, le seul résultat qui rejoint ce que vous dites, c'est la nasalisation. Te souviens-tu? Il nasalisait un peu plus que les autres. Il n'a quoi? La nasalisation, j'exagère, je ne dis pas. Ah oui, mais la ça, ça nasalisation, ça fait comme un petit peu plus populaire. Oui. C'est là où on vous attribuait Ça, ce c'est fait-là. vrai. Ce Mais je le n'était- fais aussi. Oui. Mais ironique. Ironique. Quand on analyse, on est ironique. Alors, à la perception, là, au traitement très chic, acoustique de la voix, Je ne mesure. savais pas. Non? Ben, je savais que je le faisais, mais je ne savais pas ce que c'était. Mais à la perception
fait ça. Mais, tu sais, des fois, c'est pour dire, hein, les analyses montraient, révélaient autrement que vous aviez un registre tout à fait. Si les gens vous attribuaient quelque chose d'informel, c'était ni dans le... Oh, mais ça, c'est une autre affaire. Ça, c'est une autre dimension. Ça, c'est... On l'aime, on ne l'aime pas. C'est peut-être un peu ça Ben aussi. ouais, moi, il me fatigue, je suis pas grave. Mais je pense que la proximité, ça peut déranger aussi certaines Bien sûr, le fait. bien sûr. Mais tu sais, c'est vrai, quand je suis venu au monde, à la Pouponnière, ça va être à toi, à la Pouponnière, quand ma mère est venue me voir, à la Pouponnière, on était plusieurs parce que c'était dans les années 50. Il y avait plusieurs petits berceaux. On était plusieurs petits berceaux. Et c'est sûr que ma mère, elle trouvait que j'étais le plus cute. Mais l'autre moment, c'était le sien. Ça fait que moi, depuis que je suis au monde, je sais qu'il y a une gang qui ne me préfère pas à d'autres. Tu sais, c'est pas grave, ça. Monsieur. Justement, tout à l'heure, vous disiez que vous racontiez les nouvelles parce que quand vous rentrez chez vous le soir, Je lisais vous ne lisez pas les nouvelles à votre femme. Ma journée. Ce que je comprends très bien. Où est-ce que vous placez justement en fonction de la nouvelle? J'imagine qu'il y a plein de paramètres, mais comment vous travaillez justement cette mise en scène de la nouvelle? Où est-ce que vous placez le curseur, on va dire? Ouais. J'imagine que ça se balade bien, hein, vous avez un énorme champ pour le placer, mais entre l'exagération, la limite que j'imagine que vous vous fixez, et puis ce qui n'est pas, parce que j'imagine que vous n'allez pas raconter les nouvelles à votre femme de la même façon que vous les racontez à TQS. Ou peut-être. Pas loin. On va dire, il ne faut pas tuer une super maison chez nous parce que ça peut savoir avec les yeux rouges. Mais ce qui est... Votre femme est encore avec vous? Pardon? Votre femme est toujours avec vous? Ah oui. Mais des fois, je pense qu'elle m'a mute. Mais techniquement, il y a une technique là, ça. Il y a un secret. Le télésouffleur. Est-ce que vous connaissez c'est quoi un télésouffleur? OK. Bon, le télésouffleur, c'est cet appareil en angle où il y a une projection qui vient d'un moniteur en dessous avec un miroir et ça donne l'image d'un texte, ou etc. Mais là-dedans, là, on peut mettre autre chose que du texte. Savez-vous ce que je faisais mettre, moi? Moi, en direct. L'émission. Moi. Pendant que je me vois. Je me regarde. Tout le temps. Donc, je sais très bien où je peux déraper. Je dis, je vais se calmer. Et c'est souvent le silence qui venait combler ou réparer le geste ou la gestuelle. Ça peut avoir une grande confiance en soi parce que ça peut mener vers la mégalomanie, etc. Oh non, mais j'ai eu l'ablation de l'ego en même temps que l'appendicite. Mais cependant, ce que ça fait, c'est que tu deviens spectateur de toi-même. Vous m'avez vu préparer les bulletins ou travailler? Bon. Moi, mon bulletin de nouvelles reposait sur une page de 8,5-11. Ah oui, c'était très impressionnant. C'est tout. Il y avait quelques mots C'est ça. Mais, tu sais, je ne sais pas, moi, là, crise constitutionnelle, Québec, Ottawa. Ce que j'avais plus de difficulté à retenir, c'était le nom du journaliste, Daniel Joannette. Ça, je l'écrivais comme il faut. Mais c'est tout. Alors, et là, pendant 3/4 d'heure, 1 heure, j'intégrais cette page-là avec... Je la raccrochais après quelque chose qui était de la veille ou de l'année dernière. Et c'est ça qui était, moi, mon cue sheet, comme on dit dans le métier, ma feuille de route. C'est ça, c'est tout ce que j'avais. Alors, ce que j'avais besoin de savoir, c'était quoi la deuxième nouvelle après? Je parlais de quoi, tu sais? Alors, je parlais de, je ne sais pas moi, quelque chose qui s'est passé à Montréal parce qu'il y a un problème. Et là, je racontais, je pourrais le faire là. Ça devient une nature quand on s'y attarde. Je suis désolé. Non, vas-y. Je reviens à ma question, mais ça, c'est le fond. Moi, j'ai fait la télé aussi pendant 10 ans. Je n'ai pas présenté le journal, mais je voyais mes collègues faire. Effectivement, j'en connaissais quelques-uns, ils sont rares, qui travaillent avec juste le conducteur, qui sont très très. Et voir s'il y a des problèmes techniques de meubler pendant une demi-heure.
sans que ce soit ennuyeux. Pas de problème. Mais sur la forme, et je reviens sur la mise en scène vraiment précise, vous dites que vous regardez, mais qu'est-ce qui fait que, justement, on ne va pas présenter sur le même ton la madame qui se fait écraser ou qui font quelque chose au coin de la rue. Bon, ça aussi, je trouve ça intéressant. 150 morts en Israël. Je comprends. Moi, personnellement, avec une certaine retenue, pour ne pas, évidemment, parce que les gens s'identifient beaucoup, de sorte qu'il faut faire attention pour ne pas créer une panique ou un sentiment d'insécurité dans la population parce que j'aurais une réaction X, Y, Z. Cependant, j'ai modulé les nouvelles en fonction de leur gravité émotive, j'allais dire. Pourquoi? Parce que j'ai constaté que quand on lit une nouvelle, je parle des autres, de mes concurrents, il n'y a pas plus d'émotion dans un sac de vidange éventré que dans des enfants assassinés. La nouvelle se suit, c'est la même chose. Alors, on passe maintenant... Tu sens que le lecteur a décroché de sa communication. Il n'y a pas de nuance, il n'y a pas de différence. La reine est morte, c'est la même chose. Moi, je me disais, je veux me permettre d'avoir une émotion ou un sentiment que je n'invente pas, qui est le mien, sincère, en rapport avec une nouvelle, oui. Donc, si c'est une manifestation de policiers qui brisent le bien public, je vais dire que je ne suis pas content de ça. Parce que mon préjugé favorable est à l'endroit du public. Si c'est quelque chose de ridicule et d'anodin, je vais le faire avec le sourire. Si c'est quelque chose qui est dramatique et épouvantable, je vais le faire avec une retenue et une certaine gêne. Pour créer une atmosphère où les gens vont se retrouver d'emblée parce que les gens se mettent sur la fréquence de ce que tu leur présentes. Et pour qu'ils soient déjà prêts à recevoir le message. C'est là où moi, je le nuançais ou je le jouais. Mais pour ce qui est de la gestuelle, de la mimique, du non-verbal, je me voyais toujours. Et le non-verbal est très important. Très important. Il y a des fois où je n'avais pas nécessairement la volonté de dire les choses, mais mon faciès démontrait... Et là, les gens mettent leur opinion dans ma face. « Ah, je sais ce que vous pensiez, ouais, je ne sais pas, je ne l'ai pas dit. » Mais ils savent. J'ai-tu été nasazard, là? Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les trucs du métier? Non? Qui s'en va en journalisme? Toi, écrit, radio? Écrit en journalisme scientifique. En journalisme scientifique. Intéressant, ça. Je vais vous dire pourquoi c'est intéressant. Parce qu'il n'y en a pas. Mais moi, j'irai en journalisme scientifique, peut-être écrit, mais on manque carrément en journalisme télévisuel scientifique. Carrément. Il y a une émission au Québec qui se fait, une pour enfants qui s'appelle Génie, là, puis une autre qui est de Chastenay. C'est les deux seules émissions qui existent, sont toutes les deux à Télé-Québec. Ma découverte, là, je m'excuse, là, on va tout de suite briser le moule. Là. Découverte, c'est un gars qui fait des narrations et des introductions de 30 secondes sur des documents de la BBC. C'est tout ce qui se passe là. C'est tout ce qui se passe là. Il est fin, il est beau, il est gentil, là, tu sais, j'ai rien contre ça. Mais c'est 1h15 de la BBC, 80% du temps, sur lequel il a pris le texte français puis anglais, puis ils l'ont traduit. Et il fait 3 intros de 20 secondes. Ah, la semaine verte, ça, c'est intéressant. Oui, ça, j'aime ça, moi, pour ça. Je suis ça. Mais on s'entend que c'est scientifique. Parce que moi, honnêtement, là, j'écoute Découverte régulièrement parce que la meilleure télévision au monde, c'est la BBC. Avec des ressources et des moyens extraordinaires, si on parle de ce métier-là. Mais Découverte, c'est la version française de produits de la BBC. Moi, je veux la mer, les phoques, les requins qui sautent, qui mangent le phoque, la terre, les nuages qui bougent, je trouve ça bien beau, là, mais il n'y a pas une production d'ici, là-dedans, il y a zéro.
choix par rapport à l'interaction qui se passe, mais est-ce qu'il y a aussi un choix qui se fait dans la disposition? C'est-à-dire disposition de l'espace, disposition de vous par rapport à la caméra, par rapport à... Oui. Oui. Oui, parce que moi, je pense que je n'ai jamais été assis dans une chaise comme celle-là. Je dois être inconfortable. Alors, je suis toujours sur un banc un peu surélevé. Je mesure que 5 pieds 9. Et je reçois des invités qui, des fois, mesurent 6 pieds 2. Il faut que, cyniquement, on ait une organisation quelconque. Il y a juste la vieille dame qui avait dit à Brian Mulroney, « I will remember you, Charlie Brown », qui mesure 4 pieds 10, puis qui dit à Brian Mulroney, qui mesure 6 pieds 2, comme ça. Mais moi, je ne peux pas, comme chef d'antenne ou meneur d'une entrevue, parler à un premier ministre comme ça, puis dire, « Vous n'êtes pas correct, vous êtes en train de nous rouler, monsieur. » Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Alors, je suis sur des blocs, je suis plus haut. Je suis plus haut que tous les intervenants. Il le faut. Et on n'aime pas ça quand on dit ça, mais c'est de même que ça marche, là. Chose, il arrivait, puis il se mettait un bottin téléphonique que tu m'as dit tantôt, là, en dessous des fesses, là. Alors, oui, donc il y a des choses cyniques comme ça. L'autre affaire, mais ça, c'est moi, j'ai des yeux exophthalmiques. J'ai des yeux qui me sortent un peu de la tête, exorbités. Tout éclairage qui vient du plafond va me créer un cerne ici, qui vient augmenter. C'est pour ça que les femmes me disent « Je suis plus beau en personne qu'à la TV ». Mais ça aussi, ça a été pensé et travaillé. L'éclairage est plus de face. L'image n'est jamais d'une caméra qui vient de dessous de moi. Pourquoi? Parce que j'aurais de l'air supérieur à l'auditoire. Regardez certains commerciaux qui sont faits, puis ils nous parlent comme ça. Il prend pour qui? Il se prend pour qui? Jamais. Etc., etc., etc. Donc, tout ça, c'est pas machiavéliquement pensé, mais c'est techniquement organisé pour qu'on ait la meilleure présentation possible. Je vous donne un exemple. À TQS, pendant longtemps, on était sur le bord de la fenêtre. On était dehors. Parce qu'on voulait cette proximité, montrer qu'on était une city TV, qu'on était proche des gens, de la ville, de l'activité, etc., etc. Ça a été vrai jusqu'à temps qu'ils décident de refaire la surface de la bâtisse, puis qu'on avait les échafauds. Là, on a décidé que c'était mieux de réintégrer nos locaux. On s'y revirait de bord. Mais il y a quelque chose là-dedans, autrement dit, qui fait partie d'un effet télévisuel. Et il faut qu'il y en ait. Regardez comment... La télévision, le caméraman pourrait nous le dire, la pire chose, c'est une émission assise. C'est épouvantable. On ne sait pas comment placer les caméras, on ne sait pas comment asseoir le monde, on ne sait pas où les situer. Mauvais profil, pas correct, shoot. C'est terrible, une émission assise, à moins que je sois tout seul. Est-ce qu'il y a autre question? Oui, mademoiselle, oui. Je voudrais savoir, vous avez parlé des changements qui ont cours dans la profession, et M. Jean Charon nous disait que le journalisme, c'est quelque chose de structuré, d'organisé. Donc j'aimerais savoir qui permet ces changements. Est-ce que ces changements se sont faits parce que, ont été autorisés parce que c'était Jean-Luc Mongrain, c'est toute personne qui peut se permettre de faire ces changements, il faut forcément le cutus de quelqu'un? C'est intéressant. Il est très difficile de changer les règles de l'industrie journalistique. Très difficile. En fait, c'est un peu comme la nature humaine. C'est quand on est rendu in extremis que l'on prend du risque. Parce que la mouvance que l'on a établie tantôt par le professeur Charon est facilement endiguée par le pouvoir traditionnel des médias. Mais là, il y a de nouveaux médias qui entrent dans la danse, qui ont, à mon sens,
tout à fait leur raison d'être, puis c'est correct, là, puis on n'est pas contre l'évolution technologique, mais qui a pris à contre-pied l'industrie traditionnelle. Alors, l'audace s'en vient. Ce qui va être bon un peu pour le public, parce qu'on va mettre un peu la créativité en avant des recettes toutes cuites et toutes faites qui assuraient une certaine rentabilité, puis que les choses demeurent comme c'était. Moi, je vous l'ai dit tantôt, quand on a risqué cette aventure à la télévision, j'y ai joué ma tête. Le premier article qui est arrivé et qui faisait en sorte qu'on n'avait pas eu les résultats escomptés ou prévus ou annoncés ou anticipés dans notre euphorie, on dit « Mon grain, il tire moins qu'il tirait, il ramasse moins d'auditoire qu'il ramassait. » C'est Mme Cousineau qui m'avait fait ce plaisir. Et 3 mois après, on était passé en tête. Alors, il y a une habitude d'écoute à changer, mais il y a aussi des habitudes de façon de faire. La résistance au changement de l'hégémonie des médias traditionnels. Je vous le dis, là, il y a une hégémonie là-dedans. Changer la presse, là, on va vous dire de quoi? Il a fallu qu'il parle à M. Desmarais-Père, puis on a attendu qu'il soit moins en affaires, disons. Mais le papier est en train de mourir. Regardez-les partout. Chicago Tribune qui est fermé, etc., etc., etc. C'est incroyable. Donc, le changement va passer... Je vais être franc avec vous, moi j'ai été chanceux. C'est arrivé dans un moment. Timing is everything, comme ils disent en latin. Je suis arrivé à un moment où le diffuseur se cherchait, était rendu à l'usure en des pertes considérables. On a ramené ça dans le bleu, dans la profitabilité. Ça a donné une certaine notoriété au style. Et ça a fait en sorte que les autres se sont ont calqué un peu le produit. Mais savez-vous quand ça a changé? Je peux vous donner la date. Le 11 septembre 2001. Le 11 septembre 2001, il y a 2 avions qui rentrent dans des tours à New York. J'ai 1 million de téléspectateurs. Je dis à mes gens, parce que moi j'ai un bulletin d'1h30 à ce moment-là, TVA a un bulletin d'1 demi-heure, je dis à mes gens, ça vient de changer, direct ici à soir. Comment ça? Bien, ils sont en émission spéciale. Ils ont fait 1h30, ils sont encore en émission spéciale, ça fait 13 ans. Ils ont gardé la plage horaire d'1h30. Alors, vous voyez, l'opportunisme fait en sorte qu'ils n'ont pas copié, mais ils ont été opportunistes en mot à dit que Ben Laden me fasse ce coup de salaud-là, qui est venu mettre la concurrence carrément dans mon chemin, parce qu'il me laisse encore 6 mois, il ne rattrape plus. Là. Alors, le risque appartient et la création appartient généralement au underdog, à celui qui est le négligé. Des fois, je pensais à ce que tu disais, ils chantent, ils vont à tâtons, puis ils sont réservés, puis ils disent, OK, on va en faire un changement. C'était dans la suite de ce que vous faisiez. Vous souvenez-vous quand ils ont mis Gilles Boujon au téléjournal de Radio-Canada? Et Raymond Saint-Pierre par la suite. Parce que cet homme-là était un animateur d'une émission très écoutée. Il se promenait dans la rue, puis il parlait aux gens. Ils se sont dit, hey, lui, il est sympathique. La facture. La facture, il était à la facture dans ce temps-là. Ça rejoignait un peu le style de M. Mongrain à Radio-Canada. Sauf qu'ils ont pauvre M. Boujon. Ils l'ont pris, c'est comme si on avait pris M. Mongrain et on l'avait mis à la place de Céline Galipeau. Donc, ils ont accepté de changer le style, je dirais, de présentation un peu là, dans la personne humaine qui délivre. Mais ils l'ont assis au même endroit que l'autre avant, ils n'ont pas changé le dispositif, ils n'ont pas... Alors, le pauvre monsieur s'est retrouvé, il n'y avait pas les moyens du dispositif de faire... Alors, ça, je pense qu'il a été... Oh, il a-tu été 2 mois? Oui, ben après ça, c'était Raymond Saint-Pierre. Juste pour vous dire qu'en 5 ans à la télévision, il y a eu
13 modifications de format dans les 2 stations de télévision pour tenter de contrer le mouvement que l'on avait créé. Là. Quand je dis on, là, c'est toute l'équipe, évidemment. Là. J'en ai vendu Kodak, là, je suis l'étendard, mais... Alors, la façon de faire. Il n'y avait pas un journaliste à TQS qui avait un calepin dans les mains. Il n'y avait pas un journaliste à TQS qui avait, tu sais, le calepin, le micro, le parapluie, je veux dire. Et regardez comment les troupeaux sont faits. C'est très traditionnel, c'est conservateur, ça n'a aucun espèce de bon sens. Le journaliste est sur le trottoir, le feu est de l'autre bord du trottoir. Il n'est jamais à bonne place. Il est toujours le spectateur. Il n'est pas là. En fait, on mettrait un écran vert, on prendrait du film du gars qui a été tourné, puis on le mettrait devant l'écran vert, puis la job sera faite. Il faut, à mon point de vue, ça fait partie de ce journalisme de communication, parce que Yvon Deschamps le disait. On ne veut pas le savoir, on veut le voir. C'est la télé. Oui, mais c'est vrai, c'est ça la télévision. C'est ça la télévision. Alors, il y a de l'opportunisme, il y a de la chance, et je vous dirais que si vous êtes capable dans la vie d'assumer le fait de dire non, ça peut être intéressant. Parce que il y a beaucoup de monde qui veut faire le métier. Il y a beaucoup de monde qui sont prêts à faire beaucoup pour faire le métier. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sont prêts à dire « je veux faire le métier, mais pas dans ces termes et conditions-là ». C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. La première fois que j'ai gagné un prix, j'arrivais de Sherbrooke, j'ai gagné un prix, je ne connais pas personne, je ne connais personne dans cette industrie. Le gagnant est, c'est moi, m'en va en avant, dans les coulisses. On pense que c'est une fraternité, là. Oubliez ça, là. Oubliez ça. Dans les coulisses, je croise 2 personnes. Une première qui dit « T'es qui, toi? Comment ça se fait que tu as gagné ça? » Et l'autre me dit « Je te deviens, ça n'a pas d'allure. » Et l'industrie elle-même disait « C'est pas de la télévision. » Et ils avaient raison, parce qu'ils n'avaient jamais vu ça à TV. Fait que c'était pas de la TV. C'était de la radio avec un Kodak devant. Ça s'appelait Mon grain de sel. Comment j'ai pensé à ça? C'est ça qui vous intéresse? S'il n'y avait rien. Aïe, 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 rien. Ça, un téléphone 2 lignes, 3 logos de journaux, 2 Kodak. Je vends mon journal que j'avais, je vous ai dit, j'avais un hebdo, je vends mon journal à Power Corporation. J'ai plus de job. Il y a un gars qui me rencontre qui s'appelle Bernard Fabi, qui était le directeur général de Télé7 à Sherbrooke. Il dit, Jean-Luc, il dit, quand tu faisais de la radio avant ton journal, il dit, je t'écoutais, moi. Il dit, là, qu'est-ce que tu fais depuis que tu as vendu ton journal? Je fais rien, je ne sais pas, on va y penser. J'ai du temps un petit peu. Il dit, tu devrais faire de la TV. Puis tu fous, toi. Je ne connais pas ça, puis je n'ai pas une gueule à faire ça. Voyons donc. Moi, je pensais que la radio, c'était la voix, puis la TV, c'était cute aussi, tu sais. Non, 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 il dit, c'est la même affaire que la radio, mais on va te regarder faire. C'est assez basique comme on n'a pas réfléchi longtemps, là. Ouais, c'est vrai, dans le fond. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ce que tu voudras. Ça, c'est l'avantage des stations régionales, ce qui n'existe plus. Ouais, non plus, Être un laboratoire de médias. Les journaux hebdomadaires, formidable école pour un journaliste, ça s'en va. On est en train de les vendre. Alors, j'ai dit, regarde, je vais te revenir avec une idée. L'idée, c'est quoi? Je vais prendre un café, je m'en vais chez l'équivalent de Tim Horton. Les gars sont là, ils prennent le café, ils lisent le journal. Ils disent, Gérard, tu veux ça, qu'est-ce que tu en penses? C'est ça que je vais faire. Et je m'appelle Mon Grain. Je vais mettre mon grain de sel dans l'actualité. J'ai pris le journal de Montréal, j'ai pensé ce que je pensais, puis j'ai dit au monde, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça a un. Mon grain de sel, bonjour. Ouais, monsieur Mon Grain, moi,
Écoute, c'était un blog. C'était une plateforme. C'était l'opinion populaire de gens qui pouvaient avoir accès à un média. La télévision est un médium puissant, mais qui était aseptisé. Moi, j'ai rendu un médium puissant, chaud, actif, interactif. Parce que les lignes ouvertes, à ce moment-là, il y en avait à la radio. À la radio. Il n'y en avait pas à la Ben non, c'est pour ça que les gens disaient que ce n'est pas de la télé, ça. Des penseurs. Mais c'est vrai que... Non, non, c'est rien. C'est zéro d'une barre. Zéro, Les rien. émissions d'entrevue, on ne peut pas dire que c'est spectaculaire non plus. Bon, Puis en les émissions d'entrevue, je vais vous conter comment ça a commencé. Il me dit, mais vous allez voir, là, il est tenant ses bouts. Jean-Luc, j'ai une promesse de réalisation au CRTC. Ça veut dire qu'il faut remplir un cahier de charges. Et il faut qu'il y ait des affaires publiques, sinon tu vas te faire chicaner par le CRTC pour ta licence, tu ne rentreras pas tes conditions. Il dit, j'ai une émission, il dit, il faut que je fasse une émission d'affaires publiques. Il dit, tu poserais-tu des questions? Il dit, à l'échevin du quartier-centre, puis à Monseigneur Fortier, puis... Il dit, une demi-heure par semaine, c'est assez. Il dit, on le fait, on le tape, on l'enregistre, mais je ne suis pas sûr que ça va passer parce que s'il n'y a pas de hockey, je mettrai ça. Quand tu vas avoir du hockey le mercredi soir, bien là, tu ne seras pas là, mais une valeur ajoutée terrible, on y croyait beaucoup. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Première émission, des commentaires du public. C'est qui le gars qui pose des questions avec ses gros yeux? L'invité, d'aucun intérêt. L'invité n'avait aucun intérêt pour le public. C'était l'échevin du quartier-centre, Roméo Quintal. Je me souviens de son nom, monsieur. L'échevin du quartier-centre à Sherbrooke, ça ne veut rien dire aux gars de Laval, mais Télé 7 a une antenne tellement puissante sur les ondes hertziennes à l'époque que ça rentrait partout. Alors, les commentaires étaient... C'est qui le gars qui pose des questions? Il est raide dans Jupiter, on l'aime bien, etc., etc., etc. On donnait l'heure juste. C'était le nom de l'émission. Si bien que cette émission a fait des codes d'écoute d'1 million, 1 million 100, 800 000 et 900 000. Elle est restée là. Mais il n'y avait aucun intérêt du télédiffuseur, si ce n'était que de remplir son livre de promesses puis de dire au gars du CRTC qui était à Ottawa, on a une émission d'affaires publiques, nous autres. Même si elle n'était pas diffusée, pour lui, ça n'avait pas d'importance. Et ça a marché. Mais ça a marché, c'est le messager, c'est le médium, c'est... Alors voilà. Mais pourquoi? Bien, parce que je posais la question. Les gens disaient, ils posent des questions qu'on aimerait poser si on avait l'opportunité d'être devant le même gars, tu sais. Un jour, ma recherche, vous me contez ma recherche, comment ça se fait? Je dois interviewer un transsexuel, un gars qui se fait opérer. Il change de sexe. Je suis tellement mal à l'aise avec ça parce que je suis assez réservé de nature sur ces choses-là. Alors, là, j'étais tellement mal à l'aise, j'ai dit, qui est le transsexuel? Je m'en vais prendre une bière à brasser. « Hey, M. Mongrain, comment ça va? Ça va bien, ils me connaissent un peu. » Hey, j'ai dit, toi, là, mettons que tu ferais opérer, là, puis devenir une femme, là. Ah, il dit, ça doit faire mal. Oh, Chris, première question. C'est un autre paradigme, ça. C'est du journaliste de proximité. Ben non, mais c'est eux autres qui ont fait ma recherche, les gars, autour d'un pot de bière. Parce que c'est quoi les questions? Tu sais, tu commences à dire aux gars, écoutez, est-ce que psychologiquement, vous pensez être équilibré suffisamment pour assumer cette modification importante? Là, tu perds ton temps pour combler le temps en posant la question et en l'allongeant, mais c'est pas ça. C'est que ça fait-tu mal? Mais le gars, il avait raison, mon gars à taverne. Il avait raison. Et que le transsexuel m'a répondu, pas sur le coup, mais après, oui. Alors, c'est ça la réalité. Rendre accessible au plus grand nombre ce qui, a priori, peut sembler hermétique. C'est ça le défi de la communication. C'est plus sur le mode de la conversation que sur le mode de l'interview, je dirais. Oui. Mais il y a quelque chose, à mon point de vue, qui devient presque mystique dans l'entrevue. Bien, vous avez pris, le premier terme, vous avez pris, puis c'est religion. Ben, c'est exact, c'est ça. C'est d'amener les gens à la confesse.
Ben oui, c'est une interaction où on cherche à avoir trouver le plus grand sens humain qu'on peut. Si jamais vous avez à interviewer quelqu'un, ne profitez pas de la question pour montrer que vous connaissez le sujet. Plaidez l'ignorance. J'ai trop vu d'intervieweurs, et certainement vous les avez vus aussi, où il ne reste à l'éviter que dire, en effet, comme vous dites, n'est-ce pas? Ce que l'on veut, c'est apprendre de l'individu qui est devant nous. Pas savoir si vous savez. Moi, je suis un ignorant. C'est clair. À toutes les fois que la lumière s'allume, je suis là pour apprendre. Je ne suis pas là pour dire que je sais. C'est un axe important dans la communication. OK. Merci. C'était bien le fun. Mais ce qui me réjouit, c'est de voir qu'on est honnêtement, bon, sur des fréquences différentes, Jean et moi, mais ça recoupe. Je me suis vu. J'ai vu le métier que je fais et que j'exerce depuis 40 ans suite à votre conférence. C'est intéressant. Il doit rester un livre, Jean? Il doit rester un livre. Peut-être que monsieur... Je vous enverrai le lien au mois de mars. Où ça se parle dessus? Non, mais je vous envoie le lien au mois de mars. Moi, je sors en mars. Ah, ben oui, vous échangerez...